Huygens nous dit que l'une des critiques fondamentales retenues contre Malthus, mais également contre Meadows, alors les écrits de Malthus, les écrits de Meadows, donc les limites de la croissance, et puis il cite également Changer ou disparaître de notre ami Edward Goldsmith, le créateur de The Ecologist. Changer ou disparaître, c'est un article, enfin c'est un texte qui est paru en 1971. Voilà. Et Huygens apporte des critiques sur ces trois textes. Il dit que ils sont victimes d'un syllogisme actuellement fort répandu, quoique faux, qui est celui-ci. Puisque la croissance exponentielle dans un monde fini conduit à des désastres de toutes sortes, le salut écologique réside dans l'état stationnaire. Donc c'est ce qu'il ressort de Malthus, enfin entre les lignes quand même, c'est ce qui ressort très clairement du rapport Meadows, et c'est ce qui ressort encore plus clairement de Goldsmith, qui est un adepte de l'état stationnaire. Et puis il cite également Hardin, Histok, que je ne connais pas, et Boulding, donc Kenneth Boulding, celui qui a écrit cette célèbre phrase celui qui pense qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Voilà, je crois que c'est quelque chose dans ce genre-là, mais je ne suis pas sûr des termes exacts. Et que donc de ce fait, toutes ces personnes très, très connues et très influentes dans la pensée actuelle sur croissance-décroissance vont même jusqu'à proclamer que l'économie stationnaire est une nécessité. Alors c'est Daly qui l'a dit. Plus précisément cette phrase, l'économie stationnaire est une nécessité, c'est Herman Daly qui l'a dit. Bon, on ne va pas revenir sur Herman Daly, disciple de Huygens, etc., et puis les routes qui se séparent. Alors ensuite, le tableau d'un monde de félicité dans lequel tant la population que le stock de capital demeure constant. Alors c'est un tableau qui avait été illustré par John Stuart Mill, entre autres, voilà. A sombré dans l'oubli jusqu'à une date récente, en raison du réveil spectaculaire de ce mythe du salut écologique. Donc l'état stationnaire devient le salut écologique. Huygens nous dit qu'il est bon d'en souligner les multiples écueils logiques et pratiques. Et il va nous expliquer un petit peu tout ça. Alors l'erreur cruciale, d'après lui, consiste à ne pas voir que non seulement la croissance, mais même un état de croissance zéro, voire un état décroissant, alors là, encore, je pense que... Alors on parlait, je pense que la traduction de Greenwald, nous parlions tout à l'heure des textes en anglais. Et Clara nous disait les écrits économiques de Daniel Quinn sont en anglais, etc. Alors, ça, c'est la grande misère de la culture pointue française, c'est que on se rend compte que tous les grands penseurs, tous les penseurs qui s'attaquent à des choses fondamentales, celles qui nous intéressent, eh bien, c'est pas traduit en français. Huygens n'est pas traduit en français, pratiquement pas. Daniel Quinn, pareil. Veblen non plus, etc. Voilà. Alors, donc, un état de croissance zéro, voire un état décroissant, voire un état décroissant qui ne tendrait pas à l'annihilation, c'est-à-dire un état décroissant qui n'irait pas jusqu'à zéro. Eh bien, tout ça ne saurait durer éternellement dans un environnement fini. Donc Huygens nous dit que la croissance, bien entendu, ne peut pas perdurer, la croissance zéro non plus, c'est-à-dire l'état stationnaire, et même la décroissance qui irait en s'amenuisant et puis arriverait à un état stationnaire. Alors, il nous dit que l'erreur provient peut-être d'une certaine confusion entre les notions de stock fini et de taux de flux fini. Bon, c'est un petit peu technique, c'est peut-être pas la peine de trop s'attarder là-dessus, on peut le garder en mémoire. Cette notion de stock, alors économie de stock, on y reviendra lorsqu'on parlera du PIB.
et des comptabilités nationales qui sont faites en économie de flux et pas en économie de stock. Mais donc toujours cette confusion entre la notion de stock et la notion de flux. Et contrairement à ce que proclament certains avocats de l'État stationnaire, dont Daly toujours, l'État stationnaire n'occupe pas une position privilégiée au regard des lois physiques. Bon, ça veut dire que dans la physique, eh bien, l'état stationnaire, notamment dans la thermodynamique, l'état stationnaire, ben, ça n'existe pas, voilà ce que nous dit Huygens. Donc, premier mythe, enfin mythe, pas premier mythe qu'il étudie là actuellement, le mythe de l'état stationnaire, qui est un mythe qui est devenu celui du salut écologique, puisque à partir du moment où on est décroissant, alors volontaire ou inéluctable, ou environnementaliste décroissant, on dit que la croissance niette, pour une raison X ou Y, et que le salut, eh bien, c'est l'état stationnaire, qu'il met au même niveau que les autres mythes plus techniques et plus physiques qu'il nous a décrits précédemment. Et il nous dit que la croissance zéro, et même la décroissance qui ne tend pas vers zéro, ça ne tient pas la route d'un point de vue voilà, physique. C'est alors, pour non pas la petite histoire, mais pour bien préciser la contemporanéité des textes que nous étudions, ce recueil qui s'appelle La décroissance, qui a été traduit par, comment il s'appelle, Greenwald, est extrait ce sont des extraits de deux gros bouquins de Huygens. Un qui a été écrit en 1971 qui s'appelle The Entropy Law and Economic Process, la loi de l'entropie et le processus économique, et puis un deuxième écrit en 1978 ou 1979 voilà, qui s'appelle Energy and Economic Misses. Voilà. Alors les deux bouquins font chacun 450 pages, et Greenwald et Evans ont tiré les extraits qu'ils ont jugés comme étant les plus symptomatiques et les ont traduits. Ce sont les seules traductions de Huygens. Et je suis personnellement, et donc je fais un appel là au peuple, je suis personnellement assez tenté pour me lancer dans une traduction des deux gros bouquins de Huygens, donc le premier que j'ai cité et le deuxième. Et donc, si quelqu'un veut m'aider dans cette entreprise, eh qu'il lève la main et puis on en reparlera. Voilà. Oui, alors, Hervé, tu dis en 70... moi, je reste passionné. S'il y a un point qui me passionne, c'est comment on a pu avoir besoin de passer des heures et des livres à démontrer une telle évidence, quoi. J'en suis encore là, moi. C'est comment les économistes, les ingénieurs, ont eu besoin qu'on leur secoue les plumes sur, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Une croissance stationnaire, c'est un non-sens. Une décroissance qui aboutit pas à zéro, c'est un non-sens aussi. Je suis étonné qu'on ait besoin de passer encore beaucoup de temps à se persuader de ces idées-là. Voilà. C'est notre base de départ, quoi qu'il arrive, c'est évident. Un système fermé ne peut pas se renouveler, surtout pour les parties géologiques. Donc quand c'est épuisé, point barre. Donc voilà, c'est marrant, je ne comprends pas qu'on passe tant de temps à répéter tout ça. Mais je comprends qu'en 71, on ait encore besoin de le dire, peut-être, oui, parce que le contexte historique, le contexte guerre, le contexte post-guerre, le contexte guerre froide, le mythe d'une croissance avait peut-être besoin de... C'était peut-être un dragon très solide encore à cette époque-là. Mais aujourd'hui, bon, ça paraît quand même tellement une évidence. Voilà. Mais bon, c'est pas argumenté là. C'est juste mon étonnement permanent. Et c'est plus, moi, le point de recherche qui me passionne, c'est comment les humains font pour ne pas voir ça.
Alors c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que la majorité des gens croient en l'état stationnaire. Ensuite, Huygens nous fait alors précisément, nous fait une démonstration mathématique sur laquelle là aussi on va passer, mais on sait qu'elle est au milieu de la page 88. Une démonstration mathématique avec des variables, hein, S, soit S la quantité réelle de ressources accessibles de la croûte terrestre, soit PI la population, et SI, la quantité de ressources épuisées par personne et dans l'année, et puis il fait une équation, L égale somme de pays, etc. Et il démontre, voilà, alors ça c'est très intéressant parce que nous n'avons pas le temps de travailler, disons de faire un petit cours de mathématiques là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre et qu'on peut ressortir de façon scientifique face à quelqu'un qui va nous dire, nous exprimer sa conviction qu'un état stationnaire est tout à fait possible. Je peux faire une remarque, c'est pas une démonstration, c'est juste une traduction en langage mathématique d'une évidence de bon sens. Oui, le théorème de Pythagore aussi, c'est une évidence de bon sens. Enfin bon, oui, on peut le dire comme ça. C'est une façon, je dirais, philosophique de parler des mathématiques. Le processus économique, Clara, et également toi, vous venez de parler d'économie en disant l'économie, elle est traitée d'une façon... Enfin voilà. Bon, l'économie, elle peut se présenter en équation. D'ailleurs, Solow le fait. On peut mettre en équation des variables et voir ce que ça donne lorsqu'on assemble ces variables avec des signes plus, des signes moins, etc. Voilà. Bon. Donc c'est une démonstration qui a, je dirais, une caractéristique mathématique. Elle démontre une évidence. Oui, ok, très bien, elle démontre une évidence. Mais il semblerait comme qu'il y ait déjà des gens qui aient besoin qu'on la leur démontre. Hein, bon. Ah, mais tout à fait. On va pas s'apesantir. On va pas s'apesantir. Bon. Alors ensuite, il faut qu'on avance parce que l'heure avance. Les partisans du salut par l'état stationnaire doivent reconnaître que cet état ne saurait avoir qu'une durée finie. Faute de quoi, il leur faudrait rejoindre le club des sans limites en soutenant que grand S, c'est-à-dire la quantité de ressources accessibles de la croûte terrestre, est inépuisable ou presque. Et c'est ce que fait en fait Meadows. Voilà. S'ils s'y refusent, eh bien alors qu'ils élucident donc le mystère d'une économie entière qui, après avoir été stationnaire pendant une longue période, tout à coup prendrait fin. Voilà. Apparemment, les avocats de l'état stationnaire assimilent ce dernier à la notion d'état stable d'un système thermodynamique ouvert. Eh oui, mais on n'est pas ouvert. On n'est pas ouvert. Alors, ça aussi, on en parlera. Le système Terre est un système, en fait, semi-ouvert. Mais ben, il est ouvert d'un point de vue de l'énergie, grâce à l'énergie solaire, mais il est fermé d'un point de vue de la matière. Voilà. Cet état consiste en un macrosystème ouvert qui maintient sa structure entropique constante au moyen d'échanges matériels avec son environnement. Je dis voilà, c'est-à-dire que je consomme de la matière, mais j'en récupère. Or, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on est en train de partir sur la Lune, pour aller gratter la Lune. On cherche à ouvrir notre système matière. Oui. La folie, elle est là. Voilà. Et certains, toute la science-fiction tourne là-dessus. Alors, si on va chercher du fer, si on imagine qu'on va chercher du fer sur la Lune, certains y croient, dur comme fer. Hein. Ah, mais là-bas, pour voilà, d'accord. Et sur Mars, encore plus. Oui. Voilà, il faudra qu'on parle aussi du taux de retour énergétique. C'est pas le tout d'aller chercher quelque chose, il faut voir ce que ça coûte. Exactement. Non pas en argent, mais en énergie. Et énergie matière, hein, c'est lié. Voilà. Alors, pour cette raison, un état stable ne peut exister en fait que d'une manière approximative et pour une durée finie. Un état stable, il est approximatif et il a une durée finie. Cette impossibilité pour un macrosystème hors de l'état de chaos, de durer indéfiniment, donc un système peut durer indéfiniment s'il est à l'état de chaos.
Cette impossibilité pour un macrosystème, hors de l'état de chaos de durer indéfiniment, sera peut-être un jour explicitement reconnue par une nouvelle loi de la thermodynamique. Les spécialistes s'accordent en effet à reconnaître que les lois actuelles de la thermodynamique ne suffisent pas à rendre compte de tous les phénomènes non réversibles, et notamment des processus de la vie. Donc, Röntgen nous dit, la thermodynamique, qui est déjà une discipline anthropophysique, elle ne rend pas compte de tout. Elle rend compte déjà de plein de choses que les gens ne veulent pas voir, comme tu le dis très bien Hervé, mais certainement il manque encore à la thermodynamique d'écrire de nouvelles lois si l'homme est capable de le faire, si l'homme sera éventuellement capable de jour de le faire. Indépendamment de ces écueils, il y a des raisons fort simples qui militent contre la croyance en la possibilité pour l'humanité de vivre dans un état stationnaire perpétuel. Un monde avec une population stationnaire serait au contraire continuellement forcé de changer sa technologie, de même que son mode de vie, pour faire face à l'inévitable baisse dans l'accessibilité des ressources. Même dans un état stationnaire, on va être obligé de trouver des technologies parce que stationnaire, ça veut dire qu'on continue quand même à prélever des ressources. Pendant un certain temps, un monde stationnaire peut rester synchronisé avec un environnement changeant grâce à un système de régulation équilibrante, analogue à celle d'un organisme vivant pendant telle ou telle phase de sa vie. Mais le miracle ne peut durer éternellement. Tôt ou tard, le système de régulation s'effondrera. À ce moment-là, l'état stationnaire connaîtra une crise qui provoquera l'échec du but et de la nature qu'on lui a supposé. Il faut se garder d'un autre piège logique qui consiste à invoquer le principe de Prigogine en faveur de l'état stationnaire. Alors là, c'est pareil, il faut regarder un petit peu ce que dit Prigogine et voir la critique de Röntgen par rapport au principe de Prigogine. Ça nous apporte des arguments scientifiques contre tous ceux qui nous enverraient des arguments scientifiques pour nous prouver qu'un état stationnaire, ça peut durer. Voilà. D'autres raisons, d'autres arguments qui sont donnés en faveur de l'état stationnaire, qui ne sont pas d'ordre économique, mais qui sont plutôt d'ordre politique ou sociaux, culturels, qui sont les suivants. Dans un état stationnaire, les gens n'auraient pas à effectuer de travail supplémentaire pour accumuler du capital. Ils pourraient donc se consacrer à d'autres tâches. C'est un discours qu'on entend beaucoup, notamment chez certains décroissants volontaires dont nous avons déjà parlé. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Toutefois, l'histoire offre de multiples exemples, tels le Moyen-Âge, de sociétés quasi stationnaires où les arts et les sciences étaient pratiquement stagnants. Donc ce n'est pas parce qu'on est dans un état stationnaire qu'on va avoir une floraison, une émergence quantitativement florissante de recherche culturelle, artistique. Voilà. Dans un état stationnaire aussi, les gens peuvent être occupés à longueur de journée dans les champs et dans les boutiques. Ce n'est pas parce qu'on est dans un état stationnaire qu'on n'a plus besoin de travailler. Ça aussi, c'est un discours qu'on retrouve, hein, c'est pas le temps maintenant de le faire, mais qu'on retrouve de façon factuelle dans des programmes décroissants. La fameuse mise en accusation de la valeur travail. Quel que soit l'état croissant ou non, le temps disponible pour le progrès intellectuel dépend de l'intensité et de la pression de la population sur les ressources. Et la conclusion de Röntgen, c'est que la conclusion nécessaire des arguments avancés en faveur de cette perspective, ça consiste à remplacer l'état stationnaire par un état de décroissance. Bon, là, à mon avis, c'est mal traduit encore. Ce n'est pas une question de remplacer, c'est que s'impose, c'est que l'état de décroissance s'impose par rapport à l'état stationnaire. Ce n'est pas une question de choix.
Alors, je rappelle, c'est page 88, c'est Ouais. au milieu de la page 88, un paragraphe où il y a une démonstration, enfin, il y a une équation, et une Voilà. série d'équations mathématiques sur lesquelles on peut se pencher, parce qu'il faut prendre le temps quand même le raisonnement mathématique n'est pas forcément aussi rapide que le raisonnement philosophique. Bon, bien que ça aussi, c'est un autre débat. Mais ils ne sont pas si nombreux, à part Solo. En fait, ce sont des matrices, des équations qui s'opposent à celles de Solo. Donc c'est intéressant. Solo, il a écrit une équation pour que la croissance puisse durer, pour démontrer que la croissance peut durer. Et ben, Huygens lui répond avec une équation où il démontre que ça Voilà. peut pas durer. Voilà.